Et si je vous disais que certains des remèdes les plus puissants qui soient poussent à l'état sauvage dans les fossés, les terrains vagues, et peut-être même dans votre propre jardin, des plantes que nos grands-parents connaissaient par cœur, celles qui soignaient les soldats sur les champs de bataille et qui ont permis à des populations de survivre pendant des siècles sans hôpitaux ni pharmacies. La plupart des gens l'ignorent. Mais alors que nous nous précipitons tous à la pharmacie pour la moindre coupure, toux ou douleur, il existe des plantes qui soignent l'humanité depuis des millénaires. Des plantes dont l'efficacité est prouvée cliniquement. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront à jamais votre vision des remèdes naturels. Restez avec nous, car la 17e de cette liste est utilisée depuis plus de 2000 ans. Et la science moderne vient de confirmer son efficacité contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Et la plante numéro 20 est si puissante qu'elle était littéralement l'ancêtre de l'aspirine, avant même que l'aspirine n'existe. Elle pousse probablement déjà dans un fossé près de chez vous. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent et de prendre votre santé en main. Alors, c'est parti! Voici 20 plantes médicinales oubliées qui vous soigneront instantanément. Classées de l'impressionnant à l'absolument incroyable. Numéro 1. Le tchoundula. Commençons par le tchoundula, aussi appelé margousier. Cette fleur orange vif jouit d'une réputation éprouvée au combat en phytothérapie. Au Moyen Âge, les soldats emportaient des fleurs de tchoundula à la guerre, notamment pour soigner les coupures et les blessures sur le champ de bataille. On l'appelait la fleur de guerre car, en dernier recours, sans chirurgien, sans antibiotiques, sans matériel stérile, la chenille pouvait empêcher l'infection d'une plaie et favoriser une cicatrisation saine. La Calendula officinalis pousse facilement dans presque tous les jardins et offre de joyeuses fleurs oranges et jaunes du printemps jusqu'au gelé. Mais ces jolies fleurs sont de véritables concentrés de bienfaits médicinaux. Des essais cliniques modernes ont confirmé ce que les guerriers du Moyen Âge savaient déjà. Les extraits de chenille accélèrent la cicatrisation, notamment des brûlures et des plaies chirurgicales. Des études montrent qu'ils favorisent la réparation des tissus et réduisent l'inflammation. Voici comment cela fonctionne. Les fleurs regorgent de composés appelés trolpons et flavonoïdes, qui possèdent de véritables propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. On peut préparer un baume de tchoundula tout simple en faisant infuser les fleurs séchées dans de l'huile. Ce remède guérit plus rapidement les petites coupures, éraflures, brûlures et irritations cutanées qu'en les laissant sans soin. Si le tchoundula est tombé dans l'oubli, c'est pour une raison simple. Les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent pas breveter une fleur. Pourtant, pour tous ceux qui recherchent des soins efficaces et sans ordonnance, le tchoundula est toujours présent dans les jardins du monde entier. Imaginez-le comme un service d'urgence dans votre jardin, toujours là, qui n'attend que vous pour se souvenir de son existence. Deuxièmement, l'argousier, remède himalayen pour la peau. L'argousier est peut-être le super-aliment médicinal oublié par excellence. Cet arbuste épineux aux baies orange vif est utilisé depuis des siècles dans les médecines traditionnelles tibétaines, russes et chinoises, notamment pour soigner la peau et les muqueuses. La science moderne a depuis largement rattrapé son retard. L'argousier produit des baies si riches en vitamines, en antioxydants et en acides gras oméga que les cosmonautes russes ont utilisé de l'huile d'argousier dans l'espace pour se protéger des radiations. Des études récentes menées sur l'humain montrent que l'huile d'argousier peut améliorer la fonction barrière de la peau, accélérer la cicatrisation et soulager les muqueuses sèches et irritées. De la sécheresse oculaire aux inflammations des tissus, ce produit est exceptionnel. L'huile extraite des baies et des graines contient un acide gras oméga 7 rare, qui contribue à la santé des muqueuses dans tout le corps. Des essais cliniques ont démontré une amélioration de la peau sèche, de l'eczéma, de la dermatite autotopique et même du syndrome de l'œil sec et de la sécheresse vaginale après la ménopause.
L'argousier a disparu de la médecine occidentale, car il pousse dans des climats rigoureux et isolés, comme l'Himalaya, la Sibérie et les hautes montagnes. Pourtant, on peut le cultiver sous des climats froids et son huile est disponible comme complément alimentaire. Pour les personnes souffrant de sécheresse cutanée ou d'inflammation chronique des muqueuses, l'argousier offre des résultats que la plupart des crèmes hydratantes ne font qu'espérer. Elle guérit en réalité de l'intérieur. C'est comme avoir un système de réparation interne dans une baie qui prospère là où presque rien d'autre ne pousse. Numéro 3. La consoude, la consolidatrice des os. La consoude possède l'un des noms vernaculaires les plus évocateurs de toute la phytothérapie. Nitbone. Pendant des siècles, on a utilisé la racine et les feuilles de consoude en application externe sur les fractures, les entorses, les contusions et les déchirures. Et ils juraient que cela accélérait la guérison. Il s'avère qu'ils avaient tout à fait raison. Le symphytum contient un composé appelé allantoine qui favorise la prolifération cellulaire, stimulant ainsi la multiplication des cellules et la réparation plus rapide des tissus endommagés. De nombreux essais cliniques modernes ont prouvé que l'extrait de racines de consoude appliqué localement réduit significativement la douleur et améliore la mobilité en cas de douleur dorsale, d'entorse de la cheville, d'abrasion et d'arthrose. On parle ici d'études scientifiques, publiées et évaluées par des pairs qui démontrent l'efficacité de la consoude. Point important, la consoude est exclusivement réservée à un usage externe. La plante contient des composés appelés alcaloïdes puriques, qui peuvent endommager le foie en cas d'ingestion, même lorsqu'elle est utilisée sous forme de pommade ou de pansement sur la peau, notamment au niveau des plaies. C'est un remède remarquablement sûr et efficace. On peut préparer un baume de consoude simple en faisant infuser la racine séchée dans de l'huile et en y ajoutant de la cire d'abeille. La consoude est tombée dans l'oubli en partie à cause des inquiétudes liées à son usage interne et en partie parce que la médecine moderne a décidé que les fractures nécessitaient des plâtres et des radiographies et non des plantes médicinales, alors que pour les lésions des tissus mous qui surviennent fréquemment, comme les entorses, les lumbagos et les contusions musculaires, la consoude est devenue indispensable. La consoude reste l'un des remèdes naturels les plus rapides. Imaginez-la comme une plante qui stimule littéralement votre corps pour qu'il se régénère plus vite qu'il ne le ferait naturellement. En quatrième position, la molène, la purificatrice des poumons. La molène est cette grande plante aux feuilles duveteuses et à l'épi de fleurs jaunes que vous avez probablement déjà vu pousser sur des terrains vagues ou en bord de route. Pendant des siècles, le forbassoum a été le remède de prédilection contre la congestion pulmonaire, la toux, la bronchite, l'asthme et les rhumes de poitrine avec expectorations épaisses. Les espèces de forbassoum étaient si couramment utilisées pour les problèmes respiratoires que les herboristes les surnommaient le meilleur ami des poumons. Leurs feuilles contiennent des composés appelés sapinines, qui agissent comme expectorants naturels, aidant à expectorer le mucus au lieu de le laisser stagner dans la poitrine et provoquer une infection. Des études récentes confirment les effets anti-inflammatoires et antimicrobiens de la molène sur le système respiratoire. Voici comment elle était utilisée autrefois. Traditionnellement, on préparait une infusion avec les feuilles séchées, qu'on filtrait soigneusement à travers une étamine pour éliminer les poils fins, et que l'on buvait 2 ou 3 fois par jour en cas de rhume. Certaines personnes fumaient les feuilles séchées pour soulager l'asthme, bien que cette pratique soit moins courante aujourd'hui. On utilisait aussi ces fleurs en infusion, dans de l'huile pour soigner les otites. La molène a disparu de l'usage courant avec l'apparition des sirops contre la toux et des décongestionnants, qui ne font souvent que masquer la toux sans pour autant éliminer l'infection. La molène, quant à elle, aide les poumons à accomplir leur fonction, se débarrasser des toxines, et ce, sans les effets secondaires des médicaments. Si vous avez la poitrine encombrée de mucus et une toux persistante, la molène
toujours présente à l'état sauvage, agit toujours de la même manière qu'elle le fait depuis des siècles. C'est comme avoir une équipe d'entretien pour vos poumons, toujours prête à intervenir, attendant simplement que vous pensiez à demander de l'aide. Cinquième plante, le plantain lancéolé, la trousse de premier secours idéale en pleine nature. C'est celle que tout le monde croise des milliers de fois sans même la remarquer. Le plantain lancéolé, non pas le fruit ressemblant à une banane, mais cette plante basse aux feuilles ovales et aux fines hampes florales, pousse partout. Pelouse, sentiers, sol remué. Et c'est l'une des plantes de premier secours les plus fiables au monde. Les Amérindiens appelaient le plant go major l'empreinte de l'homme blanc, car il semblait pousser partout où les colons européens passaient. Mais ils découvrirent rapidement que cette humble plante pouvait soigner les coupures, les brûlures, les piqûres d'insectes et les infections mieux que presque tous les autres remèdes disponibles sur les sentiers. Les recherches modernes le confirment pleinement. Des études montrent que le plantain possède de réelles propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Un essai clinique mené en Iran a démontré qu'une pommade à base de plantain améliorait la cicatrisation des brûlures du second degré plus efficacement que les traitements classiques. Les feuilles contiennent des composés qui apaisent l'inflammation, arrêtent les saignements mineurs et combattent l'infection. Voici son usage traditionnel. On prend une feuille fraîche, on la mâche brièvement pour en ramollir les parois cellulaires, ou on la froisse simplement et on l'applique directement sur une coupure, une piqûre ou une morsure. En quelques minutes, la douleur et le gonflement commencent à diminuer. On peut aussi préparer une infusion concentrée de feuilles séchées pour laver les plaies ou en bain pour soulager les problèmes de peau. Le plantain est tombé dans l'oubli, car c'est une plante sauvage. Pourtant, il est très répandu. On la trouve partout. On nous a appris que les médicaments devaient être rares et chers, et non pas poussés dans les fissures de nos trottoirs. Pourtant, pour les blessures mineures, les piqûres d'insectes et les brûlures légères, le plantain est immédiat, gratuit et incroyablement efficace. Imaginez-le comme un service d'urgence qui vous suit partout, prêt à intervenir dès que vous en avez besoin. Numéro 6. L'iro, l'herbe des soldats. L'iro contient des composés qui réduisent réellement le temps de saignement et favorisent la coagulation. Des études montrent qu'elle a des effets hémostatiques, c'est-à-dire qu'elle arrête les saignements, ainsi que des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. De tout temps, les soldats ont emporté de l'iro séché pour soigner leurs blessures, et à juste titre, cela fonctionnait. Cette plante pousse à l'état sauvage en Amérique du Nord et en Europe, produisant des grappes de minuscules fleurs blanches ou roses au sommet de hautes tiges. Toute la partie aérienne de la plante possède des propriétés médicinales. On peut en faire une infusion à usage interne pour réduire la fièvre et l'inflammation. On peut également appliquer directement des feuilles fraîches écrasées sur les coupures et les éraflures pour arrêter les saignements et prévenir les infections. Voici ce qui rend l'iro si particulier. C'est à la fois un hémostatique, qui arrête les saignements, et un cicatrisant. Il favorise la cicatrisation des plaies. La plupart des plantes possèdent l'une ou l'autre de ces propriétés, mais l'iro les possède toutes deux. Les herboristes traditionnels l'utilisaient également contre la fièvre, les troubles digestifs et comme tonique amer. L'iro est tombé dans l'oubli simplement parce que nous avons mis au point des agents coagulants et des antiseptiques de synthèse. Mais pour quiconque pratique la randonnée, le camping ou travaille en plein air, savoir que l'herbe pousse à proximité et peut stopper une coupure en quelques minutes est un savoir précieux. C'est comme avoir un médecin sur soi, sauf que ce médecin pousse librement partout. Numéro 7. L'auto-guérison. Un miracle qui porte bien son nom. Cette plante, littéralement appelée brune commune ou guérison universelle, témoigne de la façon dont nos ancêtres la percevaient. La Pranella vulgaris était utilisée pour soigner pratiquement toutes sortes de plaies, maux de gorge, aphthès ou inflammation.
et on lui faisait suffisamment confiance pour lui donner le nom le plus rassurant de la phytothérapie. Les recherches modernes confirment cette conviction. Des études montrent que la brunelle commune possède de réelles propriétés cicatrisantes, des effets anti-inflammatoires et qu'elle détruit même les biofilms bactériens, ces couches protectrices que les bactéries créent et qui rendent les infections plus difficiles à traiter. Traditionnellement, on l'utilisait en gargarisme pour soulager les maux de gorge, en appliquant des feuilles broyées sur les plaies et en buvant une infusion pour calmer les inflammations internes. La brunelle pousse au ras du sol dans les pelouses et les prairies, produisant des épis floraux violets très appréciés des abeilles. La plante entière possède des propriétés médicinales. On peut préparer une infusion concentrée à utiliser en bain de bouche contre les aphtes ou les maux de gorge, ou appliquer des feuilles fraîches écrasées sur les petites coupures et éraflures. Voici ce qui est fascinant. La brunelle est particulièrement efficace sur les muqueuses. Elle est donc excellente pour les aphthès, les maux de gorge et les inflammations de la bouche et de la gorge, des zones où l'application de médicaments est délicate. Une simple infusion en gargarisme peut soulager en quelques heures. La brunelle a disparu de l'usage courant car, comme beaucoup d'autres plantes sauvages, elle n'a pas trouvé d'intérêt commercial auprès des laboratoires pharmaceutiques. Mais pour les problèmes de bouche et de gorge, elle reste incroyablement efficace et sûre. Imaginez une plante qui a pris la guérison tellement au sérieux qu'elle en a fait une partie intégrante de son identité. Numéro 8. L'agramère, l'apaisant pour la gorge. L'agramère est une de ces plantes que les herboristes du Moyen Âge adoraient, notamment pour tout ce qui touchait la bouche, la gorge ou le système digestif. L'Agramonia upura produit de hautes hampes florales portant de minuscules fleurs jaunes. Utilisée depuis longtemps en gargarisme contre les maux de gorge et en infusion contre la diarrhée légère et les troubles digestifs, elle est également employée traditionnellement. Les extraits aqueux d'Agrimonie sont décrits comme un traitement contre l'inflammation des voies respiratoires, la pharyngite, l'amygdalite, la laryngite, ainsi que les problèmes urinaires, les troubles digestifs et les plaies chroniques. Cette plante contient des tanins aux propriétés astringentes naturelles qui resserrent et tonifient les tissus enflammés. Voici comment elle était utilisée. Traditionnellement, on préparait une infusion concentrée des parties aériennes séchées, que Elachoic, on utilisait en gargarisme plusieurs fois par jour pour soulager les maux de gorge et les inflammations buccales. Cette même infusion pouvait être consommée en cas de diarrhée légère ou de troubles digestifs, les tanins astringents contribuant alors à tonifier la muqueuse intestinale. L'agrimette pousse à l'état sauvage dans les prairies et en lisière de forêt, produisant de joyeuses épis de fleurs jaunes en été. Toute la partie aérienne de la plante est récoltée et séchée pour la préparation d'infusions. Son goût doux, légèrement amer, est en réalité assez agréable. Cette plante est tombée dans l'oubli, en partie à cause des traitements plus agressifs de la médecine moderne contre les maux de gorge, et en partie parce que l'usage des gargarismes à base de plantes a disparu. Mais, pour les maux de gorge légers, surtout ceux accompagnés d'écoulement nasal postérieur et d'irritation, Agramrimon est doux, efficace et apaisant. C'est comme avoir une pastille pour la gorge qui soigne vraiment au lieu de simplement anesthésier. Numéro 9. Le marube blanc. La pastille contre la toux originale. Avant les pastilles contre la toux, il y avait les bonbons au marube. Le marube blanc, Marubium vulgare, était si efficace contre la toux qu'on le transformait en bonbons et en pastilles. Et on le trouvait dans toutes les pharmacies et épiceries jusque dans les années 1900. Le marube est un curatif. Il aide à expectorer le mucus et à dégager les voies respiratoires. Des monographies sur les plantes médicinales le décrivent pour les toux grasses et la bronchite. Et il entre encore dans la composition de certains sirops contre la toux et pastilles pour la gorge européen. Cette plante contient un composé appelé marubian qui stimule les sécrétions bronchiques
et aide à décongestionner les voies respiratoires. Elle pousse comme une plante vivace buissonnante aux feuilles gris-vert duveteuses et aux petites fleurs blanches. Toute la partie aérienne est récoltée et séchée. Traditionnellement, on préparait une infusion forte sucrée au miel ou on confectionnait des bonbons Wound en faisant réduire l'infusion avec du sucre. Voici ce qui distingue le Wound des antitussifs. Il ne fait pas cesser la toux, mais la rend plus productive, vous aidant ainsi à éliminer l'infection de vos poumons au lieu de simplement masquer le symptôme. C'est une véritable guérison, et non une simple gestion des symptômes. Le Wound a disparu du marché courant avec l'arrivée des sirops contre la toux de synthèse, mais ces derniers s'accompagnent souvent d'effets secondaires et n'accélèrent pas forcément la guérison. Wound est toujours présent dans les jardins d'herbes aromatiques du monde entier, toujours aussi sûr et toujours aussi efficace pour soulager les toux tenaces. Imaginez-le comme une pastille pour la gorge qui veut vraiment vous guérir et pas seulement vous laisser tranquille. Numéro 10. Boneset, le remède contre la grippe. Passons maintenant aux produits vraiment puissants. Le patoire perfolié, Eupitorium perfoliatum, était si réputé comme remède contre la grippe au XIXe siècle que presque tous les foyers en conservaient des feuilles séchées pour faire face aux inévitables épisodes de fièvre et de courbatures. On l'appelait eupatoire perfolié, car les douleurs musculaires intenses de la grippe étaient qualifiées de fièvre des os brisés, et cette plante semblait les guérir. L'eupatoire perfolié était l'un des remèdes les plus importants lors des grandes épidémies de grippe du XIXe siècle. On préparait une infusion de feuilles et de fleurs séchées que l'on buvait dès les premiers symptômes de grippe. Fièvre, frissons, courbatures intenses, épuisement. Les sources ethnobotaniques la décrivent comme un fébrifuge, un antipyrétique et un stimulant immunitaire. Bien que des essais cliniques modernes et rigoureux fassent encore défaut, cette plante pousse dans les prairies humides et le long des cours d'eau, produisant des grappes plates de fleurs blanches à la fin de l'été. Toute la partie aérienne est récoltée lors de la floraison. L'infusion est extrêmement amère. Certains la considèrent comme l'une des tisanes médicinales les plus amères, mais cette amertume était autrefois perçue comme un élément essentiel de son efficacité. Voici son usage traditionnel. Dès les premiers symptômes de la grippe, on boit une tasse chaude de tisane de patoire, on se couche et on transpire. La plante semble aider l'organisme à déclencher une réaction fébrile efficace, une réponse immunitaire. Nombreux étaient ceux qui juraient qu'elle pouvait stopper la grippe nette si elle était prise suffisamment tôt. Le patoire est tombé dans l'oubli avec l'arrivée des vaccins et des médicaments antiviraux. Mais pour les maladies grippales courantes qui nous affectent encore régulièrement, l'infusion d'os reste un remède traditionnel puissant. Attention cependant, elle est extrêmement amère et se prend lorsqu'on se sent déjà très mal. Mais parfois, les meilleurs remèdes n'ont pas bon goût. Ils sont simplement efficaces. Si vous trouvez cela utile et que vous commencez à comprendre l'étendue des connaissances en matière de guérison, qui étaient pourtant à notre portée, rendez-moi un grand service. Cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Cela permettra à cette vidéo de atteindre d'autres personnes qui en ont assez de courir à la pharmacie pour chaque petit bobo et qui souhaitent renouer avec des remèdes éprouvés depuis des siècles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, abonnez-vous et activez les notifications. Nous construisons une communauté de personnes engagées et informées qui privilégie la guérison à la facilité. Et j'adorerais que vous en fassiez partie. Allez, continuons, car nous arrivons au plus extraordinaire. Numéro 11. La verveine bleue, la plante apaisante pour les nerfs. La verveine bleue possède l'un des usages traditionnels les plus intéressants. Elle était considérée comme une plante calmante, qui apaise et fortifie le système nerveux. La Verbena astata et sa cousine, la Verbena officinale, étaient utilisées contre l'épuisement nerveux, l'anxiété, les tensions, les maux de tête
et l'insomnie. En résumé, tous les problèmes liés au stress auxquels nous sommes confrontés plus que jamais aujourd'hui. Les herboristes traditionnels décrivaient la verveine comme un remède pour les personnes tendues, angoissées, anxieuses et incapables de se détendre ou de dormir. Des sources herboristes modernes et certaines études animales suggèrent que la verveine possède de véritables propriétés anxiolytiques, contribuant à calmer la tension nerveuse sans provoquer de sédation. Cette plante pousse à l'état sauvage dans les prairies humides et les fossés, produisant de hautes hampes florales ornées de minuscules fleurs bleu-violet. Toute la partie aérienne est récoltée et séchée pour la préparation d'infusions. Son goût étant assez amer, on l'associe souvent à des herbes plus douces ou on l'adoucit au miel. Voici comment elle était traditionnellement utilisée. Une tasse d'infusion de verveine le soir pour se détendre et favoriser l'endormissement, ou en journée pour les personnes souffrant de tension nerveuse et d'anxiété. Contrairement aux somnifères, verveine ne vous assomme pas. Il aide simplement votre système nerveux à se détendre et à se régénérer. Tombé dans l'oubli avec l'avènement des anxiolytiques et des somnifères, verveine s'accompagne souvent de dépendance, d'effets secondaires et de problèmes de rebond. Verveine offre une solution plus douce pour le stress et la tension léger à modérée. Pas assez puissant pour l'anxiété sévère, mais parfait pour le stress quotidien qui s'accumule. Imaginez-le comme cet ami qui pose une main sur votre épaule et vous dit « Tu peux te détendre maintenant ». Numéro 12. L'élagne, le tonique pulmonaire en profondeur. L'élagne marque un tournant dans la phytothérapie en matière de soins respiratoires. L'Inula helenium était le remède de prédilection des herboristes face à une infection pulmonaire profonde et tenace. Une toux grasse et persistante, une bronchite chronique ou une congestion thoracique persistante après une pneumonie. La racine d'élique contient des composés appelés lactone sesquiterpènes, aux propriétés antitussives, calmantes et antimicrobiennes. Des études la décrivent comme efficace contre la toux chronique, l'asthme et les maladies pulmonaires. Des recherches récentes confirment son activité antimicrobienne contre les agents pathogènes respiratoires. L'élampagne est une plante vivace de grande taille, aux larges feuilles et aux fleurs jaunes semblables à celles du tournesol. Ses racines épaisses sont récoltées en automne, séchées, puis utilisées en décoction, en infusion longue ou en teinture. Son goût est complexe, légèrement amer, chaleureux et aromatique. Voici la méthode traditionnelle. Pour les affections pulmonaires importantes, on prend de petites doses fréquentes pendant des semaines, voire des mois. Ce n'est pas une solution miracle. C'est un tonique pulmonaire en profondeur qui aide le système respiratoire à guérir et à se renforcer. Les herboristes l'associaient souvent à d'autres plantes pour les infections respiratoires tenaces. L'hélicane est tombée en désuétude, en partie parce qu'elle exige de la patience. Son action est lente et profonde, contrairement aux antibiotiques qui semblaient offrir des solutions plus rapides. Mais pour les douleurs respiratoires chroniques et persistantes, Helicam Pen offre un avantage que les antibiotiques n'ont pas: une véritable guérison et un renforcement du tissu pulmonaire. C'est une plante qui ne se contente pas de combattre l'infection. Elle régénère le tissu pulmonaire. Numéro 13. La plante contre le mal de dents. L'herbe anesthésiante instantanée. Celle-ci porte bien son nom, et de façon spectaculaire. La plante appelée spalante, ou amela, contient un composé appelé spalantol, qui procure une sensation d'engourdissement et de picotement immédiate dans la bouche. Mâchez une fleur ou une feuille fraîche et, en quelques secondes, votre bouche sera complètement anesthésiée. Les guérisseurs traditionnels l'utilisent pour soulager les maux de dents, mais aussi les aphtès, les maux de gorge et toute autre affection buccale douloureuse. Des études confirment ses effets anesthésiants et analgésiques locaux, et elle est encore utilisée dans certaines médecines traditionnelles pour soulager les douleurs buccales. Cette plante annuelle, de petite taille, présente des fleurs jaunes et rouges en forme de cône qui évoquent
de minuscules vaisseaux spatiaux. Ce sont les fleurs qui ont le plus fort effet anesthésiant. Mais les feuilles sont également efficaces. Elles se cultivent facilement sous les climats chauds ou en pot. Voici l'usage traditionnel. Dès les premiers signes de douleur dentaire ou d'aphtheux, mâchez une fleur ou une feuille fraîche et laissez-la recouvrir la zone douloureuse. L'effet anesthésiant est immédiat et peut durer 30 minutes, voire plus. Cela ne guérit pas la cause sous-jacente, mais soulage efficacement la douleur pendant que vous traitez le problème. La plante aux maux de dents est tombée dans l'oubli en Occident, supplantée par les gels anesthésiants et les analgésiques du commerce. Pourtant, pour quiconque s'intéresse à la gestion naturelle de la douleur ou aux maux de bouche en l'absence d'autres solutions, cette plante est remarquable. Son effet est si puissant et immédiat que les nouveaux utilisateurs sont toujours surpris. C'est comme avoir un anesthésiant dentaire instantané qui pousse dans votre jardin, prêt à intervenir dès qu'une dent fait une erreur. Numéro 14. Le Mahonia, le remède miracle pour la peau. Le Mahonia n'est pas une vigne, mais un arbuste à feuilles persistantes et piquantes, aux fleurs jaunes et aux myrtilles. Cependant, le Mahonia aquaphog possède un petit quelque chose qui le rend vraiment exceptionnel. C'est l'une des rares plantes médicinales dont l'efficacité dans le traitement des affections cutanées chroniques, comme le psoriasis, est solidement étayée par des études cliniques. De nombreuses études ont démontré que l'extrait de raisin d'Asie, appliqué localement, améliore significativement les symptômes du psoriasis et de la dermatite autotopique. La plante contient de la bourbérine et d'autres alcoïdes aux propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires pour la peau. L'usage traditionnel comprenait une application topique pour les problèmes de peau et une utilisation interne pour les troubles digestifs. L'écorce interne jaune vif des racines et des tiges est la partie médicinale. On peut en faire un baume ou une crème, ou trouver des produits commerciaux à base de raisins d'Oslo spécialement formulés pour le psoriasis. L'effet n'est pas immédiat. Il faut l'utiliser régulièrement pendant plusieurs semaines, mais l'amélioration peut être significative. Voici pourquoi c'est important. Le psoriasis et l'eczéma sont des affections chroniques et invalidantes qui répondent mal à la plupart des traitements. Le Mahonia à feuilles de houx offre une solution botanique dont l'efficacité est cliniquement prouvée. Il ne s'agit pas seulement d'un usage traditionnel, mais aussi d'études modernes démontrant une réelle amélioration. Le Mahonia à feuilles de houx est tombé dans l'oubli, tout simplement parce qu'il pousse dans le nord-ouest du Pacifique et qu'il était difficilement disponible ailleurs jusqu'à récemment. Pourtant, pour quiconque souffre d'affections cutanées chroniques, squameuses et inflammatoires, il mérite d'être découvert. On pourrait le considérer comme la plante dont la dermatologie moderne reconnaît discrètement l'efficacité. Numéro 15. L'oseille crépue, l'allié du foie et de la digestion. Le Rhuamix crispus fait partie de ces plantes aux vertus débilitantes. Autrefois, les herboristes les appelaient purificateurs du sang, mais il s'agissait en réalité de plantes qui aident l'organisme à mieux traiter et éliminer les déchets. La racine de Rumex crispus est utilisée depuis des siècles pour soulager la digestion lente, la constipation et les problèmes de peau, souvent liés à une mauvaise élimination. La racine est riche en composés amers et en anthoquinone qui stimulent la production de bile et la digestion. Les études phytothérapeutiques modernes associent la patience crépue au soutien de la fonction hépatique, à l'amélioration de la digestion et au soulagement des problèmes cutanés chroniques qui répondent à une meilleure purification interne. Les preuves sont principalement issues de la tradition et d'études précliniques, mais cohérentes. La patience crépue pousse comme une grande plante herbacée à racines pivotantes profondes et à fruits rougeâtres. Sa racine est récoltée en automne, séchée, puis utilisée en petite quantité en infusion ou en teinture. Son goût amer et astringent contribue à son efficacité. Cette amertume stimule la digestion.
Voici la méthode traditionnelle. De petites doses régulières de racines d'oseille crépue améliorent la digestion, soulagent la constipation et soutiennent le travail de détoxification du foie. Avec le temps, de nombreuses personnes ont constaté la disparition de problèmes cutanés persistants parallèlement à l'amélioration de leur digestion. La peau étant souvent le reflet de la santé interne, l'oseille crépue a été délaissée au profit des laxatifs et des médicaments pour le foie, devenue la norme. Or, ces derniers forçaient souvent l'organisme à réagir, plutôt qu'à soutenir ses fonctions naturelles. Le docus jaune agit en douceur, aidant votre corps à faire son travail. C'est une plante qui ne fait pas le travail à votre place. Elle lui rappelle comment s'en occuper. Le numéro 16, l'antibiotique sauvage, n'est pas à proprement parler une plante. C'est un liciet qui pousse suspendu aux arbres, tel un cheveu vert pâle, d'où son surnom de barbe de vieillard. Mais ce lichen, pourtant modeste, possède des propriétés médicinales remarquables, qui en font un remède de premier secours essentiel en milieu sauvage. Les espèces contiennent de l'acide usnique et des composés apparentés dotés d'une puissante activité antimicrobienne. Des études récentes démontrent son efficacité contre les bactéries, y compris certaines souches résistantes aux antibiotiques. L'usage traditionnel était principalement topique, on broyant l'hénia fraîche pour l'appliquer sur les plaies et les infections, ou on en préparait une teinture à utiliser comme lotion antiseptique. On peut nous trouver suspendus aux arbres dans des zones relativement préservées de la pollution, notamment dans le nord-ouest du Pacifique et les régions montagneuses. Sa croissance est lente et sa récolte doit être durable. Ne prélevez que les feuilles déjà tombées ou coupez-en de petites quantités sur des arbres sains. Le lichen est préparé sous forme de teinture, un extrait alcoolique, pour un effet médicinal optimal. Voici son usage traditionnel en pleine nature. En cas de coupure lors d'une randonnée et sans trousse de premier secours, on peut humidifier le lichen et l'appliquer directement sur la plaie, comme pansement antimicrobien. Les recherches modernes confirment qu'il ne s'agissait pas d'un simple vœu pieux. L'usia combat véritablement les infections. Elle est tombée dans l'oubli, simplement parce qu'il s'agit d'un lichen et non d'une plante, et qu'elle ne pousse pas partout. Mais pour quiconque passe du temps à l'extérieur ou souhaite un antimicrobien topique naturel, l'usia est fascinante. C'est comme avoir un antibiotique qui pousse sur les arbres, attendant patiemment qu'on se souvienne de son existence. Numéro 17. La barbare, l'antimicrobien ancestral. C'est celle dont je vous ai parlé au début. Cette plante est utilisée depuis plus de 2000 ans, et la science moderne prouve enfin son efficacité contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. La barbare, Berberus vulgaris, contient un alcioïde appelé bourbérine, l'un des composés végétaux les plus étudiés en médecine moderne. La bourbérine possède des propriétés antimicrobiennes avérées contre les bactéries, les champignons et les parasites. Elle a également des effets anti-inflammatoires. Elle favorise la santé digestive et s'avère efficace contre la diarrhée, notamment infectieuse. Des recherches récentes mettent même en évidence des bienfaits métaboliques, une meilleure régulation de la glycémie et une baisse du taux de cholestérol. L'usage traditionnel de l'épine vinette remonte à des millénaires. Elle figurait déjà dans les médecines persanes, ayurvédiques et chinoises anciennes. L'écorce interne jaune vif des racines et des tiges d'épine vinette renferme la plus forte concentration de bourbérine. Elle peut être préparée en infusion, en teinture ou en extrait concentré. Son goût est intensément amer, ce qui contribue à son efficacité digestive. Voici ce qui rend l'épine vinette si particulière. C'est une de ces rares plantes où usage traditionnel et science moderne se rejoignent à merveille. Les guérisseurs de l'Antiquité l'utilisaient pour soigner les infections digestives, les problèmes hépatiques et les inflammations. La recherche moderne confirme ses propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires, hépatoprotectrices et ses effets bénéfiques sur le métabolisme. Les preuves sont là. L'épine vinette a été oubliée en Occident,
en partie à cause de son aspect épineux et agressif, et en partie parce que les antibiotiques de synthèse semblaient plus fiables. Mais face à la grave résistance aux antibiotiques, les plantes contenant de la bourbérine, comme l'épine vinette, suscitent un regain d'intérêt. C'est la médecine ancestrale qui retrouve une approche novatrice, car les alternatives se raréfient. Numéro 18. Le trèfle rouge, la fleur médicinale des champs. Le trèfle rouge est si commun que la plupart des gens le considèrent comme une simple mauvaise herbe. Pourtant, le Trifolium pratins est utilisé en médecine depuis des siècles, notamment pour les affections cutanées, les inflammations et les problèmes de santé féminine. Des études récentes ont validé plusieurs usages traditionnels. Le trèfle rouge contient des isoflavones, des composés végétaux aux légers effets œstrogéniques. Des études ont démontré ses bienfaits contre les bouffées de chaleur liées à la ménopause. Traditionnellement, on l'utilise en application locale pour favoriser la cicatrisation et par voie orale pour traiter les affections cutanées chroniques comme l'eczéma et le psoriasis. Les fleurs possèdent également des propriétés anti-inflammatoires. On peut cueillir les capitules dans des zones propres, non traitées chimiquement, les faire sécher et préparer une infusion. Son goût est doux et légèrement sucré. Certains préparent également des huiles infusées à usage topique pour traiter les problèmes de peau. Voici la méthode traditionnelle. Le trèfle rouge était souvent utilisé sur le long terme pour les affections chroniques. On préconisait des semaines, voire des mois, de tisanes régulières pour les problèmes de peau ou les symptômes de la ménopause. Ce n'est pas une solution miracle, mais un remède doux et nourrissant qui favorise la guérison au fil du temps. Le trèfle rouge est tombé dans l'oubli, tout simplement parce qu'il est omniprésent et commun. On nous a appris que les véritables remèdes devaient être rares et exotiques, et non pas poussés dans chaque pré. Pourtant, pour soulager les symptômes légers de la ménopause et les inflammations cutanées chroniques, le trèfle rouge offre une solution sûre, douce et éprouvée. C'est le remède naturel qui tapisse littéralement le sol, attendant d'être découvert. Numéro 19. Le sassifras, remède historique contre la fièvre. Le sassifras possède une histoire complexe. Les Amérindiens utilisaient sa racine et son écorce contre la fièvre, les rhumatismes et les troubles digestifs. Plus tard, il fut commercialisé pour aromatiser la root beer. Ses racines dégagent un arôme épicé caractéristique et furent considérées comme un remède précieux pendant des siècles. On utilisait traditionnellement le sassif pour faire baisser la fièvre, soulager les douleurs et inflammations rhumatismales, ainsi que les troubles digestifs. La plante contient des huiles aromatiques, aux effets stimulants et réchauffants. Cependant, et c'est important, le sassif est riche en safran, un composé dont la toxicité hépatique et le potentiel cancérogène ont été démontrés à forte dose. De ce fait, son usage interne est désormais restreint dans de nombreux endroits. Le sassifras a aujourd'hui une valeur essentiellement historique. Il est intéressant de le connaître et de le comprendre dans son contexte, mais son usage interne régulier est déconseillé en raison des risques pour la santé. Ses usages traditionnels étaient réels, et la plante était véritablement appréciée. Mais nous en savons désormais suffisamment sur sa composition chimique pour nous inciter à la prudence. Voilà un bon exemple de la complémentarité entre médecine traditionnelle et sciences modernes. L'usage traditionnel nous oriente dans nos recherches, tandis que la recherche moderne nous apprend à utiliser les plantes médicinales en toute sécurité ou à privilégier d'autres solutions. Le sassifras fait partie intégrante de l'histoire des plantes médicinales, mais il nous rappelle que naturel ne rime pas toujours avec innocuité pour un usage régulier. C'est la plante qui nous a appris à respecter à la fois les savoirs traditionnels et les tests de sécurité modernes. Numéro 20. La meuline, l'aspirine originelle. Et nous voici arrivés au numéro 20, celui que j'ai gardé pour la fin car il représente tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La meuline, Filipendula oularia, est la plante à partir de laquelle l'aspirine a été inventée. Avant l'existence de l'aspirine de synthèse,
On utilisait la meline pour soulager la douleur, la fièvre, l'inflammation et, chose intéressante, les irritations d'estomac. Voici une histoire fascinante. La prairie contient des salicylates, les mêmes composés que l'aspirine. Lorsque les chimistes ont synthétisé l'aspirine pour la première fois, ils l'ont extraite de l'acide salicylique présent dans des plantes comme la prairie et l'écorce de saule. Mais voici la particularité. La prairie ne provoque pas les irritations d'estomac souvent associées à l'aspirine. En effet, les herboristes traditionnels l'utilisaient pour apaiser les inflammations de l'estomac et soulager la douleur et la fièvre. Les fleurs et les feuilles sont récoltées et séchées pour la préparation d'infusions. Son goût est agréable, légèrement sucré, avec un arôme rappelant l'amande. Des études confirment les effets anti-inflammatoires des salicylates et autres composés. Traditionnellement, on l'utilisait en infusion pour soulager les maux de tête, l'arthrite, les douleurs, la fièvre et les troubles digestifs. La maïzena pousse dans les prairies humides et le long des cours d'eau, produisant en été des grappes de fleurs blanc crème parfumée. Utilisée en Europe depuis des siècles, elle était l'une des plantes analgésiques les plus importantes avant l'avènement de la pharmacie moderne. Voici pourquoi cette plante est le point d'orgue de notre liste. La maïzena illustre comment, en s'emparant d'un remède naturel, en isolant un composé en le synthétisant, on aboutit parfois à un produit moins équilibré et plus problématique que la plante originale. La plante entière soulage la douleur sans les dommages à l'estomac que provoque l'aspirine prise isolément. C'est tout le génie de la phytothérapie. Les formules naturelles sont souvent plus efficaces que nos tentatives d'amélioration. La prairie a été oubliée avec l'avènement de l'aspirine, devenue bon marché, standardisée et omniprésente. Mais pour ceux qui ne supportent pas les effets secondaires de l'aspirine ou qui recherchent une approche plus équilibrée contre la douleur et l'inflammation, la prairie continue de pousser dans les fossés et les prairies, soulageant toujours la douleur et conservant ses bienfaits d'antan. Utilisée depuis des milliers d'années, la médecine originelle attend patiemment que l'on se souvienne que, parfois, la version naturelle est bien meilleure que sa copie synthétique. Si cette exploration des plantes médicinales oubliées vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela contribue vraiment à la croissance de la chaîne et permet à d'autres personnes de découvrir ces plantes incroyables. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle plante vous avez le plus hâte d'essayer. Êtes-vous plutôt cicatrisant, remède pour les voies respiratoires ou analgésique traditionnel? Je lis tous les commentaires et j'adore vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne rien manquer.